Marcus Crassus était l'homme le plus riche de Rome, et son arrogance l'a poussé à s'attaquer au royaume de Parthie. Il a perdu de manière spectaculaire, et ce qu'ils ont fait à son corps après coup était à la fois macabre et ingénieux. Certains disent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et parfois, ces vainqueurs se vantent de la manière dont leurs ennemis ont lamentablement échoué. Pour une raison ou une autre, ces 25 batailles et campagnes se sont transformées en désastres légendaires, gravés à jamais dans la pierre par le camp victorieux. Bien que Hannibal ait remporté des victoires incroyables contre Rome, il n'a pas réussi à la conquérir complètement, et Rome a appris de ses erreurs. En 202, AVMZC, une armée commandée par Publius Scipio a navigué vers l'Afrique du Nord pour attaquer Carthage directement. Hannibal a été rapidement rappelé pour arrêter les Romains, les affrontant à Zama. Il comptait sur ses éléphants et sa cavalerie pour défaire une fois de plus les Romains. Mais Scipio a utilisé plusieurs stratagèmes pour rendre les éléphants inutiles. Il avait également recruté une cavalerie numide, ce qui a annulé les avantages d'Hannibal. Scipio a reçu beaucoup d'éloges pour avoir vaincu cet ennemi détesté de Rome, gagnant le titre de Africanus pour ses efforts. En 480, avec JC, les Perses avaient envahi la Grèce, et leur flotte avait mis les Grecs en déroute après la bataille d'Artémisium. La guerre semblait gagnée, même lorsque la flotte perse a été attirée dans les détroits étroits de Salamis par Thémistocle et une flotte grecque en infériorité numérique. Cependant, le grand nombre de navires perses s'est gêné mutuellement, tandis que les navires grecs se sont organisés et ont profité de la confusion pour détruire leurs ennemis. Ce fut le tournant de la deuxième invasion perse, sauvant la Grèce d'une conquête totale. C'est l'histoire ultime de l'héroïsme britannique immortalisé. Les Français ont moins de raisons de se souvenir de la bataille d'Azincourt en 1415. Bien que les chiffres soient encore disputés, tous s'accordent à dire que les Français étaient plus nombreux que la petite armée d'Henri V, composée principalement d'archers à l'arc long. Les nobles et chevaliers de l'armée française se considéraient comme des combattants bien supérieurs, mais ils se sont retrouvés à charger en montée dans une pluie de flèches. L'utilisation par Henri d'une position défensive en hauteur et de missiles à longue portée a renversé les Français de leur place de maître du champ de bataille médiéval. En août 216, avec ce JC, une armée romaine de 80 000 hommes a affronté 50 000 Carthaginois et leurs alliés sur le champ de Cannae. Les chiffres et l'histoire auraient donné l'avantage aux Romains, mais Hannibal n'est pas considéré comme l'un des plus grands commandants militaires de l'histoire pour rien. En utilisant des tactiques astucieuses, une cavalerie supérieure et profitant des querelles des deux commandants romains, Hannibal a réussi à massacrer ou capturer plus de 50 000 Romains ce jour-là, y compris un tiers du Sénat romain. Ce fut l'une des pires défaites jamais subies par Rome, anéantissant l'essentiel de son armée en une seule journée. En 1979, une crise a éclaté en Iran lorsque le monarque au pouvoir, qui devait son trône aux États-Unis, a été chassé par une révolution et plus de 50 Américains ont été retenus en otage pendant plus d'1 an. Jimmy Carter était désespéré de sauver les otages, et il a donc autorisé l'opération Eagle Claw pour les libérer. Presque tout ce qui pouvait mal tourner dans cette mission a mal tourné. Les hélicoptères étaient inutilisables pour diverses raisons. Les conditions météorologiques exigeaient plus de carburant que prévu, et à un moment donné, un hélicoptère est entré en collision avec un avion de transport, tuant 8 Américains dans l'accident. Ce fut la tempête parfaite de l'échec, conduisant à la défaite de Carter lors de l'élection de 1580. L'île de Malte était la base des chevaliers de l'ordre chrétien des Hospitaliers. Ils ont défié l'Empire ottoman, ce qui a conduit à un siège de plus de 3 mois de leur forteresse et de l'île elle-même en 1765.
Malgré leur infériorité numérique écrasante, les chevaliers et la population maltaise ont collaboré pour se défendre contre les forces ottomanes. Bien que le nombre de victimes fasse encore débat, la victoire surprenante des forces chrétiennes a contribué à détruire la réputation d'invincibilité des Ottomans, et leurs plans de conquête de l'Europe ont été stoppés. Pendant des années, Singapour était la capitale des intérêts britanniques en Asie du Sud. Naturellement, lorsque le Japon a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne, il était logique pour eux de s'en emparer en 1942. Après une campagne de 2 mois, une armée d'environ 35 000 Japonais a marché sur Singapour et l'a assiégée par terre et par air. Les Britanniques ont tenu 1 semaine avant que le manque de ravitaillement et le faible moral ne les poussent à capituler. Plus de 80 000 soldats alliés britanniques sont devenus prisonniers. C'est encore la plus grande capitulation dirigée par les Britanniques d'hommes de l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, les forces britanniques et françaises ont lancé une campagne pour capturer Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Ce qui a suivi fut près d'1 an de mauvaise communication, de maladies et de massacres à grande échelle qui ont contribué à définir l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Ce fut un désastre total pour les Britanniques, et bien que les Ottomans se soient effondrés pendant la guerre, l'impasse a été transformée en victoire de propagande pour la nation émergente de Turquie. Après la Première Guerre mondiale, un mouvement a été lancé par les Alliés pour parrainer une campagne grecque visant à étendre les frontières grecques. C'était une gifle retentissante pour les Turcs, qui avaient des idées bien arrêtées sur ce qui constituait la Turquie. Les Grecs ont tenté de faire appel à leurs alliés, mais tout le monde était si épuisé par la Première Guerre mondiale qu'ils n'avaient pas la capacité d'aider. L'armée turque a repoussé l'expédition grecque, les chassant presque littéralement dans la mer Méditerranée. Dans leur triomphe, les Turcs ont brûlé la ville de Smyrne et commis de nombreuses atrocités contre la population grecque vaincue. La reine Boudica de la tribu des Icénies a failli chasser l'Empire romain de Bretagne. Selon les sources anciennes, elle avait réussi à rallier des centaines de milliers de guerriers celtes pour expulser les envahisseurs étrangers, remportant plusieurs victoires au passage. Malheureusement, en 60 après J.C., une armée romaine de 10 000 hommes sous Gaius Paulinus a trouvé le champ de bataille parfait pour arrêter les Celtes. Ils se sont positionnés à l'extrémité étroite d'une gorge, face à un vaste champ. Lorsque les Celtes de Boudica ont rempli le champ, elle a dû penser que les Romains étaient finis. Mais lorsque tous ces Celtes ont tenté d'attaquer, ils se sont retrouvés plus serrés que des sardines dans une boîte, incapables d'encercler les Romains. Les sources disent que les Romains ont massacré près de 100 000 Celtes ce jour-là, y compris Boudica elle-même. En 331 avec J.C., le roi perse Darius était confronté à une grave menace pour son royaume. Alexandre le Grand avançait dans l'Empire perse avec une armée hautement entraînée et efficace. Darius avait déjà perdu la bataille d'Issus et avait à peine échappé à la mort. Alors, il a rassemblé une armée véritablement imposante, prétendument forte de plus de 100 000 hommes, pour détruire Alexandre une fois pour toutes. Il a sans doute été choqué lorsque le génie intellectuel d'Alexandre pour la bataille et son charisme incroyable ont inspiré ses troupes à non seulement survivre, mais triompher contre l'armée perse. Malheureusement, les nombreux succès d'Alexandre le Grand lui sont un peu montés à la tête. En 326, avec J.C., il ramenait son armée de l'Inde. Le célèbre désert de Djedrouzi se trouvait sur leur chemin de retour vers Babylone. Alexandre avait entendu dire que le légendaire roi perse Cyrus avait échoué à traverser le désert. Après avoir probablement demandé à quelqu'un de tenir sa bière, Alexandre a conduit quelques 30 000 hommes dans le désert, prévoyant d'être ravitaillés par la marine en chemin. Cependant, une mauvaise communication et le temps ont défait tous ses plans, entraînant la mort de milliers de soldats et encore plus de suiveurs de camp pour satisfaire l'ego d'Alexandre.
Peu importe à quel point des gens comme Christopher Nolan ont essayé de promouvoir la victoire morale et humaine de l'évacuation de Dunkerque, il est indéniable que ce fut un désastre militaire pour les Britanniques et les Français. Même si des centaines de milliers d'hommes ont été évacués avec succès de la plage, ils ont laissé derrière eux plus de 84 000 véhicules et 650 000 tonnes de munitions et de ravitaillement. La Grande-Bretagne promeut désespérément l'aspect positif de ce désastre depuis lors. L'empereur Napoléon était un leader brillant qui a remporté de nombreuses victoires, et ce succès, malheureusement, lui est monté à la tête. En 1812, il a décidé qu'il pouvait envahir et conquérir la Russie, menant une armée de plus de 600 000 hommes vers l'est de l'Europe. Les Russes se sont repliés devant lui, allant même jusqu'à brûler leur propre ville de Moscou. Napoléon a finalement réalisé que les Russes attendirent l'hiver pour frapper, mais à ce moment-là, il était trop tard. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, soit au combat, soit gelées sur le long chemin du retour. Cela a transformé la Russie en une plaisanterie pour les aspirants conquérants, bien que certains aient encore besoin de voir la blague se jouer de première main. Lorsque l'Espagne a tenté d'envahir l'Angleterre en 1588 pour renverser la souveraine protestante, Élisabeth I, ils devaient être convaincus qu'ils entrèrent dans l'histoire. Ils l'ont fait, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Grâce en partie à une défense rigoureuse de la marine anglaise et de leurs alliés hollandais, mais surtout à cause d'une série de tempêtes qui ont dispersé leurs 130 navires, seuls 2/3 de la redoutée Armada sont rentrés en Espagne. L'Angleterre a non seulement survécu, mais a également immortalisé sa victoire, comme preuve que quelqu'un là-haut les aimait. L'ensemble de la guerre du Vietnam pourrait être considéré comme un désastre pour les États-Unis. Mais l'un des plus grands tournants de la guerre fut en réalité un désastre pour les forces nord-vietnamiennes et leurs alliés. En janvier 1968, des dizaines de milliers de Viet Cong ont lancé des assauts simultanés à travers le Sud-Vietnam. L'onde de choc de la violence a provoqué un changement dans l'opinion publique aux États-Unis sur la question de savoir si cette guerre pouvait être gagnée. Cependant, ce que les gens semblent oublier, c'est que l'offensive du Tet fut un énorme échec pour le Nord-Vietnam. Leur perte en effectifs fut crippling pour eux, mais le fait qu'ils aient pu lancer une attaque aussi massive a conduit le public américain à remettre en question la détermination de leur propre pays, transformant une défaite militaire en un triomphe pour le moral. Il ne fait aucun doute que la technologie supérieure compte beaucoup dans la guerre. Malheureusement, la fortune n'était pas du côté des 1800 soldats britanniques, armés de fusils à chargement par la culasse contre plus de 20 000 guerriers zoulous, armés de lances et de boucliers en Afrique du Sud en 1879. La technologie était la seule chose que les Zoulous n'avaient pas en leur faveur ce jour-là. Et ils l'ont prouvé en écrasant et annihilant les Britanniques paniqués et désorientés. Ce fut une gifle pour la Grande-Bretagne, les avertissant qu'une force technologiquement supérieure pouvait encore être facilement vaincue. La bataille la plus célèbre de la guerre de sécession américaine fut Gettysburg en 1863, où il est devenu clair que le Nord allait gagner la guerre. Au cours de cette bataille longue et brutale, le général confédéré Robert E. Lee a envoyé la division de George Pickett pour briser la ligne de l'Union. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire que l'infanterie chargeait directement sous le feu de l'artillerie et en sortait en piteux état. Les pertes furent d'environ 50% pour les Confédérés, et la légende raconte que lorsque Lee a ordonné à Pickett de rallier les survivants de sa division, Pickett a répondu « Général, je n'ai plus de division ». En 1836, après avoir capturé le fort Alamo, le général Santa Anna était convaincu que la révolution texane était terminée et que le Mexique garderait le contrôle de la région. Cependant, il a sous-estimé ses adversaires. Santa Anna a établi son camp entre un marais et une forêt dense, ce qui entravait sa position. Après avoir passé la majeure partie de la nuit à marcher ou à établir le camp,
ses 1200 soldats avaient besoin de repos. Lorsque le matin n'a révélé aucun ennemi attaquant, Santa Anna a autorisé son armée à dormir. Naturellement, ils ont été complètement pris au dépourvu lorsqu'une armée de Texans vengeurs a pris d'assaut le camp et a massacré plus de la moitié des soldats mexicains. Santa Anna a été capturé et n'a eu d'autre choix que de signer des documents qui ont conduit à l'indépendance du Texas. Pendant les guerres d'Athènes contre Sparte, quelqu'un a eu la brillante idée d'envoyer une expédition en Sicile en 415 avec Eurydice pour gagner plus d'alliés contre les Spartiates. Ce qui a suivi fut un véritable fiasco de communication et une désorganisation complète. Le voyage a changé à plusieurs reprises, tandis que la réponse de la mère patrie était d'envoyer toujours plus de navires et de soldats en Sicile. Après une série de défaites écrasantes, l'ensemble de l'expédition de plus de 10 000 hommes fut perdu pour rien. La défaite fut si horrible que les Athéniens ont initialement refusé de croire le premier messager qui a apporté la nouvelle. Lorsqu'il fut temps pour 4 500 soldats et 12 000 civils de se retirer de la ville de Kaboul en 1842, il est juste de dire que presque n'importe qui aurait été un meilleur commandant que Sir William Elphinstone. L'homme âgé et malade s'est révélé totalement impuissant face au désastre lorsque les Britanniques ont été pris dans embuscade après embuscade par les forces afghanes dans les montagnes de l'Hindoukouch, ralentis par le terrain et le temps. Pendant la retraite, presque tous ceux du côté britannique ont été tués ou capturés. En 1854, ce sont les Britanniques qui frappaient à la porte de la Russie dans le cadre de la guerre de Crimée. À la bataille de Balaklava, une unité de cavalerie légère a reçu l'ordre de charger les lignes russes pour les empêcher de capturer l'artillerie abandonnée. Bien sûr, le moment est controversé. Une mauvaise communication à l'époque signifie que nous ne saurons jamais vraiment qui est à blâmer. Quoi qu'il en soit, plus de 600 cavaliers ont chargé directement sous le feu russe. L'événement a été immortalisé dans un poème d'Alfred Tennyson, l'aspect positif étant le courage presque suicidaire de la cavalerie sous le feu. Lorsque les Américains ont déclaré la guerre à l'Amérique du Nord britannique, plus tard le Canada, en 1812, leurs dirigeants ont insisté sur le fait que leur victoire ne serait qu'une question de marche. Lorsque le général Earl a conduit son armée de 2000 hommes à Détroit, il ne s'attendait à aucune résistance. Au lieu de cela, il a fait face à des milliers de tuniques rouges et d'alliés autochtones, dirigés par Isaac Brock et Tecumseh. Après une démonstration terrifiante de leur nombre, Earl a paniqué et a rendu Détroit. Ce qu'il n'a appris que plus tard, c'est qu'il avait en réalité surpassé ses ennemis en nombre. Brock et Tecumseh l'avaient trompé avec une guerre psychologique et des illusions. L'Empire romain s'étendait de l'extrémité de l'Europe au Moyen-Orient, mais sa frontière n'a jamais dépassé les territoires germaniques du Rhin. L'une des raisons était une expédition désastreuse à travers la forêt de Teutoburg en 9 après J.C., menée par Publius Varus. Il avait l'intention de conquérir les tribus germaniques à l'est du Rhin, mais l'un de ses alliés, un guerrier germanique nommé Hermann, a trahi Varus en ralliant des milliers de membres de tribus pour tendre une embuscade aux Romains dans la forêt profonde. 3 légions entières ont été massacrées, tandis que la tête de Varus a été renvoyée à Rome. Marcus Licinius Crassus était l'homme le plus riche de Rome, mais son désir de gloire l'a conduit à lever 40 000 soldats pour une expédition visant à conquérir le royaume de Parthie en 53 avec J.C. Une campagne sous un soleil brûlant plus tard, ils ont rencontré 10 000 Parthes dans le désert pour subir l'une des plus grandes défaites de l'histoire romaine. La tête coupée de Crassus aurait été utilisée comme accessoire dans une pièce de théâtre jouée pour le roi parthe.